Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du dernier chapitre en trigonométrie avec le cercle trigo. Beaucoup de difficultés dont vous m'avez fait part, donc on va essayer de voir ça en détail. Alors les objectifs, il s'agira de placer sur le cercle trigonométrique qu'on va définir un point M, image d'un nombre réel x donné, c'est-à-dire image d'un angle en radian qu'on va définir. Ensuite, on va déterminer graphiquement à l'aide du cercle trigo le cosinus et le sinus d'un nombre réel. On va utiliser la calculatrice et puis revoir aussi le paramétrage pour passer d'un mode d'angle, enfin d'un mode de mesure d'angle à un autre. Et puis on va commencer par le dernier objectif qui consiste à faire les conversions en utilisant la proportionnalité. Alors on commence par la mesure du radian. Qu'est-ce que c'est que le radian? Voilà. Qu'est-ce que le radian? Donc là j'ai utilisé une petite construction. J'ai un cercle de rayons exactement égal à 1, sur lequel je vais placer un point A ici sur l'axe des abscisses, et puis je vais construire un point I qui va parcourir le cercle. Alors je vais m'intéresser à la longueur de l'arc formé entre les points A et I. Alors le radian, lui, il est défini de façon finalement assez simple. Le radian, c'est l'arc, enfin la mesure de l'angle qui correspond à une longueur d'arc exactement égale au rayon. Donc comme mon rayon est égal à 1, ici, je vais construire et placer le point I pour avoir un arc ici dont la longueur est égale à 1. Voilà. Et cet angle-là, donc qui fait à peu près 57 degrés, eh bien c'est, hop, je change le mode d'angle, c'est égal à 1 radian, tout simplement. Donc on voit que c'est une unité d'angle qui est quand même assez grande. Hein. 1 radian, ça fait donc près de 60 degrés, alors que 1 degré, hein, on est plutôt ici. Voilà, donc c'est une longueur, enfin une unité de mesure bien plus grande. Donc on peut se poser la question qu'elle va pas être forcément très pratique à utiliser, mais en fait si, parce qu'elle va permettre de simplifier un bon nombre de formules par la suite. Donc là j'ai 1 radian, ici 2 radians, voilà, à peu près. Ici 3 radians. Voilà, donc quand j'ai fait 3 radians, bah, j'ai presque fait un demi-tour. Pas tout à fait, hein, parce qu'en fait, pour faire un demi-tour, il faut faire non pas 3 radians, mais 3,11, 12, 13, 14. Voilà. Donc on remarque quelque chose, hein, c'est que ici, un demi-tour, ça fait exactement, vous voyez, c'est affiché ici, une longueur d'arc de pi ici. L'angle formé fait exactement pi radian à demi-tour, pi radian. Voilà. Donc, je reviens au document. Donc, le radian, c'est l'angle formé sur un cercle de rayon vert par un arc de longueur exactement égal au rayon, donc de longueur R. Le symbole du radian, donc bah, c'est RAD, donc ici. Donc, on a vu que c'était environ 57 degrés. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est surtout ce facteur de conversion, c'est-à-dire que quand on fait un demi-tour 180 degrés, on a exactement pi radian. Et c'est à partir de ça que on va pouvoir compléter un petit tableau de correspondance qui comporte sur la première ligne en fait les angles remarquables, donc de 0 à 180. Donc on reconnaît l'angle à 45 degrés, 30 degrés, 60 degrés, etc. Alors comment on va compléter? On utilise ce facteur de conversion, c'est que 180 degrés c'est exactement égal à pi, donc la moitié ça fera pi sur 2 à l'angle droit, le quart donc ça fera 45 degrés, donc pi sur 4, et puis vous remarquez qu'on utilise les fractions. On remarque 180 divisé par 6 ça fait exactement 30, donc on trouve pi sur 6, la fraction de pi. Donc je m'étends pas trop là-dessus, normalement il n'y a pas de difficulté, hein, ça fait réviser un petit peu les écritures fractionnelles.
L'exercice à suivre consiste à faire une conversion. Alors comment on va convertir 0,1 radian? Donc 0,1 radian, voilà, c'est un dixième de radian, donc c'est tout petit, donc ça va faire à peu près 5,7 degrés. Voilà, j'y suis. Donc ça va être un angle assez petit. Alors comment on va faire? On sait que c'est un travail de proportionnalité qu'on va mettre en place, hein. Donc on peut rajouter une petite colonne et faire produit en croix. Donc 0,1 fois 180 divisé par pi égale 5,73 degrés. On aurait tout à fait pu aussi remarquer ici notre correspondance qu'on a fait tout à l'heure, donc on divise par 10, etc. Alors comment on va calculer maintenant la longueur d'un arc de cercle en utilisant cette propriété des radians? Ce qu'il faut remarquer, c'est que en fait, quand on a un cercle de rayon 1, la longueur de l'arc de cercle est directement égale à la mesure en radians. C'est assez pratique. Donc on sait que par exemple, si je me place voilà, à 1 radian, je sais que la longueur du cercle, ça sera égal à 1, tout simplement. C'est pour ça que cette unité d'angle est assez pratique et qu'elle permet de simplifier bon nombre de relations en mathématiques ou en sciences. Et ça permet d'appréhender les formules avec plus de facilité de calcul algébrique. Donc, la question est la suivante, c'est-à-dire, je reviens au document, hop, quelle est la longueur de l'arc formé par un angle de pi sur 4? Alors, pi sur 4, donc, on connaît la conversion, c'est 45 degrés. Voilà, donc 45 degrés, ici. Et si on place exactement l'angle à 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4, la longueur de l'arc formé sur un cercle de rayon 1 est exactement égale à 0,79 cm, si on a 1 cm en rayon. Bon là, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que la longueur de l'arc est égale à l'angle multiplié par 1 le rayon. Donc si j'ai un rayon qui vaut 10, la longueur de l'arc sera égale à l'angle multiplié par 10, tout simplement. Donc cette formule, elle est assez simple. On peut même l'étendre à la longueur d'un arc complet, c'est-à-dire d'un cercle. Voilà. Donc la longueur d'un tour complet, c'est la valeur de l'angle, c'est-à-dire en radian 2pi, multiplié par le rayon. On reconnaît la formule du périmètre de pi fois r. Hop, je reviens au document. Donc la longueur de l'arc, c'est égal au rayon multiplié par l'angle. Donc si le rayon vaut 10, ça fait 10 fois pi sur 4 tout simplement. Donc 7,85 cm au centième. Alors maintenant on arrive à la définition du cercle trigonométrique. Alors on vient de le voir en fait, le cercle trigonométrique, hein, c'est le cercle de centre haut et de rayon 1 dans un repère classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc sur ce cercle, attention, les angles vont être orientés dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens anti-horaire. Donc si je mesure un angle, donc on voit notre cercle trigonométrique, on va l'utiliser de la façon suivante, c'est-à-dire que pour une valeur d'angle, on va construire l'image de cet angle, c'est-à-dire un point sur le cercle. Alors, les angles, on va les mesurer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre pour origine des angles le rayon d'abscisse dans sa partie positive, donc le rayon du cercle entre l'origine et le point A d'abscisse 1 et 0. Et puis, comme vous le voyez représenté ici sur GeoGebra, on va mesurer les angles dans ce sens positif
Donc ici on est à plus 65 degrés. Alors plus 60 degrés, donc plus pi sur 3. Et si on va mesurer dans l'autre sens, alors là vous ne fiez pas à la représentation, ici on aura moins 60 degrés, ici qu'on va mesurer toujours à partir du rayon en abscisse. Et dans ce sens ici. Donc positif dans le sens anti-horaire, négatif dans le sens horaire. Et puis évidemment, on peut aussi mesurer les angles toujours dans le sens positif pour avoir des angles compris supérieurs à 180 degrés. Donc ici, presque un tour complet. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si, dans quelques situations, on peut avoir aussi des angles qui sont supérieurs à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier des situations par exemple en cinématique où un solide où un point va être étudié par son mouvement en rotation et donc effectuer plusieurs tours, donc des angles supérieurs à 360 degrés. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Je reviens au document. Alors comment on va s'habituer à construire des points images de nombres, c'est-à-dire images d'angle. Alors je vous ai proposé une petite application. On a 4 points à placer ici. Donc le point M1 d'angle 3π sur 4. Alors il faut essayer d'avoir en tête les conversions, donc le tableau de la page précédente. Le point M2 moins π sur 6. Donc je vais commencer par celui-là. Tiens. Donc le point M2 ici est repéré par, c'est l'image du nombre moins π sur 6 de l'angle moins π sur 6. Alors je prends mon rayon d'abscisse, ici, moins π sur 6, je sais que ça fait moins 30 degrés, donc je vais prendre mon rapporteur, je vais le disposer ici, et je vais mesurer comme ceci un angle de 30 degrés, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens horaire, donc je vais descendre, et placer mon point M2 ici. Le point M1, donc c'est 3 fois π sur 4, 3 π sur 4, donc c'est 3 fois 45 degrés, donc on fait toujours à partir de ce rayon, on va compter une fois π sur 4, ici, pardon, 2 fois et 3 fois π sur 4. Alors là, c'est assez facile à tracer, puisqu'on a un quadrillage, hein, donc ça fait 3 fois 45 degrés, ici. Donc on a le point M1 placé ici, le point M3, donc c'est 2 fois π sur 3, donc je vous renvoie au tableau, une fois à peu près, 2 fois ici, c'est 120 degrés, donc toujours avec le rapporteur à placer correctement. Le point M4 est repéré à moins π sur 2, c'est-à-dire moins 90 degrés, donc on fait un quart de tour dans le sens horaire et on trouve la position du point M4. Voilà, donc chaque point est repéré, est l'image en fait d'un angle, d'un nombre. Alors une petite activité pour appréhender et faire le lien entre les coordonnées d'un point et l'angle dont est issu ce point. Alors, sur un cercle trigo, on va placer un point M quelconque. Donc je l'ai placé ici par exemple. J'ai effectué la mesure de cet angle et j'ai fait une lecture précise des coordonnées. Donc je l'ai placé là. Donc en abscisse on a 0,2, 0,4, 0,6 ici. Donc l'abscisse du point M, xm est égal à 0,6. Et l'ordonnée du point M, 0,2, 0,4, vous repérez l'échelle, hein, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Donc 0,8 pour l'ordonnée. Donc les coordonnées du point M, c'est 0,6, 0,8. Je prends le rapporteur, j'effectue une mesure, je mesure 53 degrés. Je vais prendre ensuite la calculatrice, et je vais déterminer de façon précise, donc là au centième par exemple, les valeurs du cosinus et de sinus
de cet angle. Alors, tout d'abord, je vérifie, tiens, on regarde ensemble, le paramétrage de la calculatrice. Donc, je fais Shift menu pour avoir le setup. Et je vais sur la ligne des angles, ici, paramétrer le mode de mesure. Donc, mon angle ici est en degrés, donc je vais le mettre en degrés, F1, et je valide. Donc, le cosinus de 53 degrés, on trouve 0,602 si j'arrondis au millième, ou 0,60 si j'arrondis au dixième. Au centième, pardon. Pour le sinus, même chose. Alors là, je trouve 0,80 si j'arrondis ici au centième. Bah, on remarque une chose, c'est que ces valeurs arrondies au centième, donc assez précises, sont égales aux valeurs qu'on a repérées par lecture graphique. Donc est-ce que c'est un hasard? Bah, évidemment non. Hein. Les coordonnées du point M sont égales au rapport trigonométrique, c'est-à-dire que x de m est égal à cosinus alpha et y de m est égal à sinus alpha, tout simplement. Alors ça, on peut le remarquer. Je me replace un peu dans la même position. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on trouve ces valeurs? Bah, tout simplement parce que ici, le rayon de notre cercle trigonométrique est égal à 1. Et si vous regardez attentivement cette figure, vous remarquez qu'on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut 1. Et bah, c'est exactement ça qui nous permet du coup de faire le lien, c'est-à-dire qu'on se rappelle un petit peu que le sinus d'un angle c'est le côté opposé, donc l'ordonnée du point M, divisé par l'hypoténuse, donc 1. Donc c'est normal que puisqu'on divise par 1, on retrouve directement le sinus égal à l'ordonnée. Et même chose pour le cosinus, hein, c'est le côté adjacent à l'angle, donc ce côté ici qui correspond exactement à l'abscisse, est divisé par l'hypoténuse, mais divisé par 1. Voilà l'explication. On retourne au document. Bah, donc la définition est là. Hein. Donc je vous ai remis ici la figure avec le rayon OM sur le cercle trigonométrique. J'ai bien mis le sens positif ici. Voilà, l'origine des angles se mesure par rapport au rayon d'abscisse OA. Et puis bah donc le cosinus c'est l'abscisse du point M et le sinus c'est l'ordonnée du point M. Alors quelques propriétés, donc le cosinus d'un angle, donc là on comprend qu'en fait l'abscisse du point M sera forcément compris entre moins 1 et 1. Donc en fait les coordonnées du point M sont bornées, donc ça implique que évidemment le sinus et le cosinus sont aussi deux fonctions dont les valeurs sont bornées, c'est-à-dire sont encadrées par deux limites, c'est-à-dire pour le cosinus moins 1 à 1 et pour le sinus de moins 1 à 1 aussi. Voilà. Ici, tiens, on peut remarquer une relation très simple de trigonométrie, c'est-à-dire que le cosinus au carré d'un angle plus le sinus au carré d'un angle, ça sera toujours égal à 1. Alors là, on peut le remarquer très facilement, hein, c'est en fait une application de la propriété du théorème de Pythagore, hein, c'est-à-dire que là, si on a un triangle rectangle que je suis en train de vous montrer là sur le document, avec le pointeur, et bien en fait, ici, ce côté de l'angle droit au carré plus ce côté de l'angle droit au carré, c'est le théorème de Pythagore, c'est égal à l'hypoténuse au carré. Or, l'hypoténuse vaut 1, puisque le rayon du cercle trigonométrique c'est 1. Et ce côté, c'est l'abscisse de M, c'est-à-dire le cosinus. Donc le cosinus au carré, plus l'ordonnée, c'est-à-dire le sinus au carré, est toujours égal à 1. Voilà, donc ça, faut pas avoir peur de cette formule. Ici, c'est juste l'application du théorème de Pythagore. Voilà, quatrièmement, application. Donc on va voir qu'on peut déterminer graphiquement les valeurs du cosinus ou du sinus d'un angle en utilisant le cercle trigonométrique pour peu qu'il soit inscrit dans un repère en papier millimétré comme ici avec une échelle qui permet de faire une lecture à peu près précise.
Donc je demande de placer sur ce cercle le point M repéré par l'angle moins 65 degrés, donc image de cet angle. Donc je prends le rapporteur, je fais attention au sens trigonométrique, ici c'est négatif, donc je vais mesurer mon angle dans ce sens, dans le sens horaire, et puis je vais placer mon point précisément. Ensuite je vais faire une lecture de ces coordonnées, donc l'échelle est la même que tout à l'heure, donc 1 cm pour 0,2, donc ici je vais lire 0,2, 0,4, puis 1 mm en plus, d'accord. 1 mm c'est 0,02, donc ça fait 0,042. L'échelle ici 1 cm pour 0,2, on a 2,1 cm, donc on fait la proportionnalité ici. L'ordonnée du point M, donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ici 0,9, et puis on a 1 mm après, donc 0,92 ici. On essaie de faire une lecture précise. L'abscisse de M c'est 0,42, donc le cosinus de moins 65 degrés c'est 0,42. L'ordonnée de M c'est moins 0,92, donc le sinus de moins 65 degrés c'est moins 0,92. On va vérifier que la calculatrice, si ces résultats correspondent. Donc cosinus de moins 65, ça nous fait bien, si j'arrondis au millième, ça fait 0,423. Voilà, il y a un 6 après. Donc très proche de la valeur qu'on a lue graphiquement. Et puis le sinus, moins 0,906, arrondi au millième, c'est-à-dire complètement comparable ici à moins 0,92. Les résultats sont très proches, donc ça confirme la définition de la page précédente. Voilà, donc on arrive à la dernière partie qui concerne la fonction sinus. Donc on va essayer de faire le lien aussi avec le cercle trigonométrique. Alors la fonction sinus, c'est une fonction périodique. Et pourquoi elle est périodique? Parce qu'il existe une période qu'on va définir ici. Alors, c'est pas nouveau pour nous, hein. On l'a déjà pratiqué cette fonction en sciences plusieurs fois. Dans le cadre, en seconde, dans le cadre du domaine de l'électricité, avec les tensions alternatives sinusoïdales. Voilà, on l'a étudié aussi cette année en acoustique, avec l'acquisition d'un son, dans le redressement aussi. Donc on se rappelle que l'étude d'une fonction de ce type consiste souvent aussi à identifier sa périodicité. Et on l'a fait plusieurs fois, hein, calculer, mesurer une période. La période étant la durée, et aussi la longueur, hein, du motif élémentaire. Alors, vous vous rappelez, une alternance positive, une alternance négative. Donc là, on a le motif élémentaire qui va se répéter, voilà, comme ceci à l'infini. Alors si on remarque ici notre fonction sinus, on voit que la période est un petit peu supérieure à 6. Alors je vais vous montrer ici, voilà. Quel est le lien donc entre cette fonction sinus et le cercle trigonométrique? Alors pour ce faire, donc j'ai choisi une petite construction que j'ai préparée. Or qu'on ait le cercle trigonométrique ici, hein, j'ai décalé un petit peu par rapport à l'origine, mais c'est toujours un cercle de rayon égal à 1. Sur ce cercle, j'ai placé un point A qui va parcourir le cercle. Donc la longueur de l'arc ici, je rappelle, est exactement égale, puisque le rayon est égal à la valeur de l'angle en radians. Et à ce point A qui va parcourir le cercle, je vais lier le point T ici. Alors quel est le lien entre A et T? Vous voyez qu'ils sont attachés entre guillemets. Alors l'ordonnée du point
T est égal à l'ordonnée du point A, vous voyez qu'ils sont toujours à la même ordonnée, à la même hauteur, entre guillemets. Et puis l'abscisse du point T, c'est directement la longueur de l'arc, c'est-à-dire la valeur de l'angle ici. Ok? Alors je vais mettre ça. Oh, ça mouline. Voilà. Donc on peut remarquer que, tout simplement ici, on va avoir l'abscisse du point T qui serait égale exactement à pi 3/14. Vous verrez T est bien à 3/14. Bon, je pense que beaucoup parmi vous ont déjà compris que notre point T ici est en train de parcourir un espace et créer une courbe. Et cette courbe, on a déjà une petite idée de la forme qu'elle va avoir. C'est pour ceux qui n'ont pas bien vu, j'affiche la trace. Effectivement, quand le point A parcourt le cercle, le point T qui lui est associé, lui, parcourt une courbe de forme sinusoïdale. Donc on reconnaît l'alternance positive et l'alternance négative. Voilà le lien qu'il y a entre les deux. Ouais, c'est tout à fait logique, puisque ici, l'abscisse, c'est l'angle, et l'ordonnée, c'est le sinus. Donc on trace, en fonction de l'angle, le sinus, ici, en ordonnée. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça permet de comprendre quel est le lien entre le cercle et la fonction sinus, et ça explique aussi pourquoi cette fonction sinus, elle est étudiée au lycée dès la classe de seconde, parce qu'elle est très importante, on la rencontre dans plein de domaines pratiques, scientifiques ou technologiques. À partir du moment où on a un mouvement de rotation, on va voir apparaître la fonction de sinus quelque part. En électricité notamment, parce que je vous rappelle que l'électricité est produite dans des alternateurs. Les alternateurs, ce sont en fait ni plus ni moins que des machines tournantes, c'est-à-dire des dispositifs qui vont créer de l'énergie électrique par un mouvement de rotation. Et donc c'est normal que l'énergie qu'on retrouve produite au sein de ces alternateurs est une forme de type sinusoïdal. Voilà. Alors quelle est la période? On comprend que la période, alors, je vais revenir ici. On voit bien qu'une fois que le point A a fait un tour, il se retrouve exactement dans la position de départ. Voilà. Et donc, la courbe se reproduit comme ça à l'infini, tout simplement. Donc la période est égale exactement à un tour, c'est-à-dire un angle de 2π. On voit la valeur de la période ici, 6,28, 2 fois 3, 14. Voilà, donc pour le vérifier, on peut tout à fait utiliser la calculatrice. Si je calcule le sinus de 45 degrés, je vais obtenir 0,707. Et si je calcule le sinus de 45 plus 360, c'est-à-dire sinus de 405, alors 360 puisque c'est la valeur d'angle d'un tour complet, j'obtiens la même chose. Si je me mets en radian, c'est pas ça, pardon, donc shift menu, et je calcule ainsi le sinus de pi sur 3, j'ai fait quelque chose qui allait pas, ça va pas. Ah oui, alors là j'ai fait une erreur idiote. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur?
Donc je sais que c'est pas la bonne valeur, je connais un petit peu mes valeurs des rapports trigos. Donc petite erreur que beaucoup vont faire aussi, donc du coup je vais la laisser dans la vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? J'ai oublié les parenthèses. Parce qu'ici j'ai calculé le sinus de pi, c'est-à-dire, regardez, donc si je me mets ici à pi, le sinus, c'est-à-dire l'ordonnée de m vaut 0, hein, il est sur l'axe des abscisses. Donc le sinus de pi ça vaut 0. Et divisé par 3, 0 divisé par 3, ça fait 0, donc c'est pour ça que sur ma calculatrice, j'ai ce résultat. Mais c'est pas ce que je voulais, puisque je voulais non pas le sinus de l'angle pi, mais le sinus de l'angle pi sur 3. Donc je vais corriger tout de suite. Pi divisé par 3. Voilà. Donc ici, on est à 0,866. Et si je fais l'angle, si je détermine le sinus de l'angle pi sur 3 plus 2pi, donc pi sur 3 plus un tour complet, qu'on y va. Et ben, je vais trouver exactement la même chose. Donc là, j'ai pas oublié mes parenthèses, donc 0,866. Voilà, donc on remarque bien qu'en fait, hein, pour un sinus, hein, on va avoir, pour une valeur de sinus, par exemple ici à 0,5, vous voyez, eh bien, je vais avoir plein d'angles, une infinité en fait, hein, tout cela qui vont avoir pour image 0,5. Bon, bah, je pense que c'est le strict minimum ici pour aborder le TD suivant, donc rendez-vous pour la dernière vidéo avec le TD.